Alors, on va voir un peu maintenant à quoi ça ressemble. Je vous parle du JavaScript depuis le début, voilà, comment ça a été créé, qu'est-ce que ça donne, et les outils, et tout ça, et l'évolution, et la révolution. Ok, maintenant à quoi ça ressemble? Alors, voilà, je tiens compte de vos niveaux hétérogènes. Donc je sais qu'il y en a qui font du JavaScript toute la journée, et donc voilà, bon, les pauvres, ils ne seront pas forcément gagnants de ce genre de conférence. Néanmoins, je sais qu'il y en a aussi qui n'en font pas du tout. Par contre, je tiens aussi compte du niveau. Je sais que vous êtes en Master 2, vous êtes tous donc assez aguerris, sans que j'ai à vous faire un cours sur la syntaxe elle-même. C'est-à-dire la syntaxe, bon, c'est un langage, vous verrez, ceux qui en ont jamais fait, mais ça m'étonnerait, parce qu'a priori tout le monde en a fait, mais vous verrez que bon, c'est juste un langage de développement, quoi. La syntaxe, il y a des ifs, il y a des boucles, il y a des fonctions, et des variables, ce genre de choses. Donc ça, à la limite, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le fonctionnement, de quoi on parle exactement, et je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle l'event loop, qui est quelque chose que j'ai beaucoup étudié en préparant cette conférence, et j'ai découvert aussi pas mal de choses. Donc à quoi ça ressemble un panorama rapide du développement web avec JavaScript? Donc tout d'abord, hop, on a dans une application web, bien sûr, deux grands piliers, on va dire. L'interface, le visuel, ce que les gens voient sur le navigateur. Et puis bien sûr, les données et les traitements, éventuellement des dynamismes qu'on va mettre en place. Et notamment quand on crée une application web. Hein, si vous créez un site vitrine, bon, les données et les traitements, elle n'a pas grand-chose. Hein, c'est le serveur qui crée une page HTML, qui la balance devant vos yeux, et puis merci, au revoir. Là, quand on fait une application front, ben, il va falloir qu'on se préoccupe des données, ce qu'on appelle souvent l'état de votre application, et des traitements qui vont être potentiellement appelés par l'utilisateur. Alors, de tout temps, ben ça, depuis même la naissance même du dynamisme en front, c'est-à-dire la naissance du JavaScript en 1995, ben l'interface a toujours été gérée par HTML et bien sûr par CSS, même si je ne le mets pas ici, et les données et les traitements sont bien sûr gérés par le JavaScript. Alors comment ça fonctionne? Ben, vous avez, la plupart du temps, vous allez avoir votre JavaScript qui va contenir des données et qui va vouloir les projeter à l'intérieur, les projeter à l'intérieur de l'interface HTML. Ok, donc vous allez avoir vraiment, visuellement, vous allez avoir une vue des données qui sont contenues dans le programme JavaScript. Et bien sûr, le but de JavaScript, ça va être d'écouter ce que va faire l'utilisateur au niveau de l'interface, des clics, des frappes au clavier, le fait de soumettre un formulaire, le fait de cliquer ou de passer la souris à tel ou tel endroit. Donc de surveiller ce qui se passe dans l'interface, de telle sorte que lorsque une interaction va se produire, eh bien, on puisse déclencher des traitements au sein du code JavaScript. À ce moment-là, ben, ces traitements-là vont se mettre à travailler et potentiellement à mettre à jour des données et donc à reprojeter de nouvelles données dans l'interface visuelle. Exemple, un calculateur d'impôt, ben voilà, l'utilisateur vient de taper son revenu mensuel, vient de taper son imposition, ce truc, son ci, son ça. Bon ben boum, on a un traitement qui fait le calcul et boum, qui projette les informations sur le visuel. Alors, le JavaScript en soi, c'est un langage qui est interprété, donc il est toujours tributaire de l'environnement d'exécution dans lequel il évolue, donc que vous soyez sur Node ou que vous soyez sur le navigateur. Il est faiblement typé, ce qui veut dire que, alors, c'est un langage qui a été fait vraiment pour les noobs, hein. Ça a été fait pour que ce soit facile. Donc évidemment, on n'a pas fait un langage type C, C++, Java, où, en fait, tu peux pas travailler comme tu veux avec la variable x, parce que comme tu as dit que c'était un nombre, ben maintenant, tu es obligé que ce soit un nombre. Et bon, bref, on a voulu faire en sorte que ce soit simple, et c'est un langage qui est simple. Il y a, malheureusement, avec le fait d'utiliser des langages faiblement typés, vous avez de mauvaises surprises qui peuvent vous apparaître. Alors, ces mauvaises surprises, quelles sont-elles? C'est qu'à un moment ou à un autre, potentiellement, vous allez vous retrouver avec des bugs que vous ne pourrez trouver qu'au moment de l'exécution. Vous ne les trouverez pas au moment du développement, ces bugs-là. Ok? Alors pourquoi? Parce que tout simplement, au moment du développement, dire que x égale 12 et 500 lignes plus loin, dire que x égale bonjour, ça pose pas de problème. Il n'y a rien qui va vous interdire de le faire. Par contre, au niveau de l'exécution, quand votre client va vous dire « mais mon calcul de TVA, il marche pas parce qu'à un moment donné, au lieu de faire 500 plus 100, eh ben, il me fait 500 plus bonjour », c'est là que vous vous rendez compte que d'avoir changé x d'un nombre, d'avoir mis une phrase dans une variable qui était un nombre, ça pose un problème. Donc c'est super pour développer quand on est débutant et tout, parce qu'au moins on s'embête pas trop avec les types, mais par contre ça peut poser un gros problème au niveau de la détection de bugs qui ne peut pas avoir lieu du coup au moment
du développement et qui aura lieu au contraire au moment de l'exécution, une fois que le client a été livré et que 3 semaines plus tard, il vous rappelle en disant qu'il y a un bug. Donc c'est assez dommage et c'est pour ça que Microsoft a créé en 2014, enfin même avant, en 2012, ils ont commencé à bosser là-dessus, un super langage qui s'appelle TypeScript. Donc, quand je dis super langage, c'est pas qu'il est trop bien, c'est que c'est un surensemble de JavaScript. C'est un superset, on appelle ça un surensemble de JavaScript. C'est du JavaScript, c'est vraiment le JavaScript, avec de la programmation orientée objet, qui n'existe pas en JavaScript, puisque vous le voyez ici, JavaScript est orienté prototype, c'est une autre philosophie. Donc TypeScript, le langage qui a été créé par Microsoft, c'est le langage JavaScript avec de la PO et avec un typage fort. Et là, c'est magique, dès l'écriture de notre code, on est capable de repérer les erreurs de logique qu'on y fait. Alors ensuite, c'est un langage qui tourne sur un seul thread. Il est monothread, single thread. Ça veut dire qu'en fait, si vous écrivez une boucle while qui prend 10 secondes, eh bien effectivement, le thread va se bloquer. C'est un langage qui est bloquant, d'accord ? Et donc le thread va se bloquer, et donc effectivement, vous allez voir que votre navigateur ne va plus bouger pendant 10 secondes. Alors, moi, par exemple, j'étais persuadé que le langage JavaScript était un langage qui pouvait être multithreadé. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais vous ne pouvez pas créer de threads différents. Vous ne pouvez pas envoyer une tâche lourde à faire, par exemple, sur un thread secondaire, et puis récupérer le résultat une fois que c'est arrivé sur un thread primaire. Vous ne pouvez pas vous-même gérer les threads en JavaScript, c'est un seul thread. Par contre, c'est un langage qui vous permet d'utiliser la synchronicité. C'est-à-dire que ce langage va vous permettre de dire « Ok, on est sur un seul thread, mais par contre, il y a des tâches que tu vas pouvoir différer à un certain moment. » Donc tu vas pouvoir dire, par exemple, cette tâche-là, tu veux qu'elle soit faite une fois que telle autre sera finie. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a du parallélisme, hein, pas du tout. Ça veut simplement dire que vous allez pouvoir expliquer que vous allez vouloir ordonnancer les tâches dans un certain ordre. Et donc ça, bien sûr, pour comprendre ça, il va falloir étudier beaucoup le système des task queues, des micro-task queues, etc. Donc c'est assez compliqué. Et honnêtement, pour la plupart des développements que vous allez avoir à faire en JavaScript, c'est pas quelque chose qui va vous intéresser, si ce n'est qu'il y a un moment donné où il va falloir quand même en discuter, et il va falloir notamment en discuter dès qu'on va commencer à faire appel à des appels HTTP, dès qu'on va commencer à faire appel à des timers, à ce genre de choses, il va falloir quand même comprendre comment ça fonctionne un peu. Alors, voilà ici un extrait de la conférence de Jake Archibald, JSConf de 2018, et qui est la meilleure visualisation que j'ai pu trouver de ce qu'on appelle l'event loop. Alors au sein du navigateur, vous avez quelque chose d'à peu près similaire hein, sur Node, mais sur le navigateur, c'est quand même particulier parce que le navigateur, son boulot, c'est aussi de gérer l'affichage qui se passe sur la page. Donc vous avez un programme qui tourne comme ça à l'infini, donc c'est une boucle while true en gros, hein. Et en fait, c'est une sorte de boucle, et vous voyez qu'en fait, le curseur blanc ici représente ce que le navigateur veut exécuter. Et vous voyez que sur la droite, là, du coup, c'est sur votre droite, mais c'est sur ma gauche. Oui. Vous voyez des étapes qui concernent le navigateur lui-même. Donc, vous avez le Request Animation Frame, je ne vais pas en parler, mais vous voyez, vous avez, hop, le S qui représente la prise en compte des styles, le L qui représente la reconnaissance du layout, et le P ici, voilà, le P qui représente le fait que le navigateur va peindre ce qu'il faut afficher à l'écran. Donc tout ça, ce sont des tâches que le navigateur doit faire, et cette boucle, donc, elle tourne un certain nombre de fois par seconde. A priori, ça va dépendre selon votre configuration et tout, mais grosso modo, 60 fois par seconde, vous allez avoir cette boucle qui va passer par la boucle de droite, ok, cette droite-là. Ces étapes-là, vous allez y passer 60 fois par seconde, en gros, en moyenne. Donc à chaque fois, que va faire le navigateur? Il va vérifier, est-ce qu'il y a eu des changements dans le CSS, quelque part, par exemple, dû à une interaction avec le JavaScript, ou par exemple, ne serait-ce que, vous savez, en CSS, alors pour ceux qui font un peu de front, vous pouvez tout à fait dire que ce bouton est bleu, mais quand la souris passe dessus, il devient vert. Typiquement, c'est à ce moment-là que le navigateur va venir voir est-ce que la souris est sur le bouton. Si oui, il devient vert. À ce moment-là. Donc, 60 fois par seconde, vous avez le petit carré blanc là qui va passer au-dessus de ma tête et qui va voir, voilà, qu'est-ce que j'ai à faire au niveau du style. Pareil pour le L qui va dire, qu'est-ce que j'ai à faire au niveau du layout. Et il va compiler toutes ces infos. Et au niveau du P, qui est juste là... Attends, on dirait que je fais la météo, mais en galère. C'est la météo galère, là. Et au niveau du P qui est juste là, ce qui va se passer, c'est qu'il va véritablement appliquer les changements qu'il a constatés dans le visuel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on a sur, du coup, là-bas, là, au niveau de l'Aquitaine? Non, je plaisante sur... Qu'est-ce que c'est qu'on a donc là-bas? Cette fameuse tâche jaune, ça, ce sont les tâches de JavaScript. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez cliquer sur un bouton,
Et le navigateur va venir enfiler ici une tâche qui dit, bah attention, là, il a cliqué sur le bouton et on avait prévu que quand il clique sur le bouton, ça va calculer les impôts. Et donc, vous avez ce petit carré blanc qui va s'arrêter sur cette tâche et tant qu'elle n'est pas finie, il va s'arrêter dessus. Là, on ne le voit pas visuellement parce qu'il passe vraiment dessus comme ça, mais en réalité, il va y passer du temps. Il va faire en sorte que cette tâche soit faite. Par exemple, c'est un calcul d'impôt qui va, une fois qu'il est terminé, aller rajouter dans le HTML telle et telle chose. Et donc, au moment où ça va se faire, votre tâche JavaScript va dire par exemple qu'elle modifie le CSS, qu'elle modifie le code HTML, qu'elle modifie par exemple voilà, la couleur de quelque chose et qu'elle va rajouter telle info. Et puis derrière, le carré blanc va hop, repasser du coup sur les styles, le layout et le P, va voir que la tâche JavaScript a demandé à ce que tel bouton devienne vert et à ce que telle information apparaisse à tel endroit. Et donc le navigateur va repeindre tout ce qu'il faut. Et donc hop, visuellement, vous aurez le rendu qui va se produire. Donc voilà comment fonctionne cette event loop. Alors, attention, cette event loop peut tout à fait se bloquer. De la même conférence de Jake Archibald, ben, ce que vous pouvez voir, c'est que bon, la boucle, elle tourne, et puis à un moment donné, si vous lui posez une tâche qui est très longue, ben, elle va s'arrêter dessus. Hein. Et attention, vous remarquez quoi? Vous remarquez que le fait qu'elle se soit arrêtée sur la tâche fait que le petit carré blanc, ben, il est sur la tâche, donc il ne va pas passer sur le S, le L et le P dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, vous avez un GIF, d'accord, qui tourne sur votre page web. Vous avez un... Comment on appelle ça? Vous avez un... Mince. Oui, vous avez même, ne serait-ce que l'utilisateur qui clique sur un bouton. Vous avez l'utilisateur qui veut sélectionner du texte. Tout ça, c'est géré par ces tâches-là qu'il y a derrière moi. Donc tant que c'est bloqué là, tant que le petit carré blanc il est bloqué là-bas, sur la tâche jaune, tout ça, ça ne marche plus. On dit que votre page est bloquée. Et c'est pour ça que si vous faites une boucle infinie ici, bah carrément l'onglet Chrome ou l'onglet Firefox, vous pouvez le fermer, hein, c'est fini, hein, vous avez pété l'onglet. Il s'en sortira jamais. Parce qu'en fait, la boucle d'exécution de votre navigateur est bloquée dans la tâche JavaScript et elle ne peut plus revenir faire les tâches secondaires qui étaient là. Donc typiquement, si vous avez un GIF à ce moment-là, c'est ce qu'il montre dans sa conférence, le GIF s'arrête. Vous ne pouvez plus sélectionner de texte, vous ne pouvez plus cliquer nulle part, vous avez pété la page. Alors je vous le disais tout à l'heure, je vous ai déjà parlé de cette notion-là, JavaScript c'est un langage. Donc ça explique une syntaxe, ça explique comment on gère des variables, ça explique comment on gère des fonctions, comment on fait des lambdas, ça explique comment on fait éventuellement des objets aussi, ce genre de choses. Donc ça, c'est un langage. Maintenant, ce langage peut être utilisé dans différents environnements. On en a au moins deux, Node, donc l'environnement hors du navigateur, sur le système, et on a l'environnement du navigateur. Et donc évidemment, en fonction que vous êtes en train de coder dans le navigateur ou dans Node, vous avez des fonctionnalités différentes qui vont s'offrir à vous. C'est toujours le même langage, donc la façon de décrire, la syntaxe et tout, c'est le même langage, mais les fonctions auxquelles vous avez accès sont différentes. Et quand on travaille sur le navigateur, il faut qu'on fasse la différence entre le JavaScript, donc l'ensemble des fonctionnalités offertes par le langage, c'est l'implémentation de l'ECMAScript, donc qui dit, ben voilà, une boucle ça se fait comme ça, une fonction ça se fait comme ça, donc ça c'est une chose. Et puis vous avez toutes les fonctionnalités offertes par ce qu'on appelle la Web API. Alors la Web API c'est quoi? C'est en gros les grands acteurs, les grands navigateurs du marché qui se mettent autour d'une table et qui disent les gars, voilà ce que tout développeuse ou développeur JavaScript devrait trouver comme fonctionnalité lorsqu'il fait du JavaScript dans le navigateur. Ok? Et donc vous avez Google, vous avez Microsoft, vous avez Mac, vous avez Apple, vous avez tous ces gens-là. Bien sûr Mozilla évidemment qui est un acteur hyper important du marché JavaScript, c'est vraiment eux qui tiennent la baraque. Qui disent, ok, voilà ce qu'on aimerait offrir. Voilà ce qu'on aimerait offrir comme standard, comme fonctionnalité aux développeuses et aux développeurs qui font du JavaScript. Donc la Web API, ce sont les fonctionnalités utilisables depuis JavaScript, mais dans le navigateur web. C'est-à-dire que tout ce dont je vais vous parler ici, bah, si vous faites du Node, ça n'a pas de sens. Bah, de toute façon, c'est évident, parce que quand vous faites du Node, le fait d'aller modifier du HTML, par exemple, n'a pas d'intérêt, n'a pas de sens. Quand vous faites du Node, le fait, par exemple, de mettre un timer, en tout cas, ça ne sera pas de la même façon. Donc, encore une fois, faites bien la différence entre le langage, d'accord, et la Web API, qui sont les fonctionnalités offertes par le navigateur. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est très très cool, et là, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire, c'est que ces fonctionnalités qui sont offertes par les navigateurs, parfois sont des fonctions qui sont compilées. C'est-à-dire que vous appelez, en réalité, quand vous appelez telle fonction en JavaScript, en réalité, derrière le rideau, ce qui est appelé, c'est du C compilé à l'intérieur du navigateur. Donc, c'est suroptimisé. Et puis par ailleurs, ça peut du coup faire appel à des ressources du navigateur, de la carte graphique. Enfin, vous pouvez aller super loin. C'est dans cette partie-là, la Web API, que vous trouvez notamment WebGL, ce genre de trucs. Monsieur? Oui.
J'ai une question par rapport à ce que vous avez montré tout à l'heure, pour que quand le petit carré s'arrêtait sur la tâche jaune. Ouais. Imaginons comment c'est géré le sleep sur JavaScript. Alors, Parce que du coup, oui. t'as pas de slip en JavaScript. À la limite, tu peux faire un slip si tu fais une boucle while qui dure 10 secondes. Enfin, tu te débrouilles, tu vois, pour calculer. Mais t'as pas de. Tu veux bloquer l'exécution, en fait, c'est ça? Imaginons qu'on souhaite avoir des informations qui soient cadencées à une certaine, qui arrivent toutes les 5 secondes, par exemple. Je sais pas trop. D'accord, Je mais sais pas. je veux juste que tu précises ta question. Est-ce Bah, que. Attends. Est-ce que ouais. pendant ces 5 secondes que tu attends que l'information arrive, est-ce que tu veux bloquer le code ou est-ce que tu veux que. Ah non, je veux que mon GIF en fond il tourne toujours. Ah, bah ça c'est hyper simple à faire. Tu vas faire appel justement à une fonction de la Web API, ce qui est ici, qui Ouais. s'appelle setTimeout ou setInterval, qui va te permettre Ok. justement de faire appel à un timer. Mais comment c'est possible? Ouais. Comment c'est possible que ça Bah, bloque pas? que ça bloque pas, exactement. Bah, c'est une très bonne question et j'allais t'en parler. Tu vois, c'est parfait. C'est super. J'allais vous en parler. Parce que là, vous faites appel à des fonctions compilées, etc., dans le navigateur, qui, lui, a la possibilité de faire quoi? De créer des threads différents. C'est pas JavaScript. JavaScript, lui, il n'a pas de gestion de thread, il sait pas ce que c'est. Mais par contre, le fait d'appeler la fonction setTimeout, c'est une fonction qui vous est offerte par le navigateur et qui va en fait derrière faire appel au cadenceur du navigateur pour dire ok, dans 5 secondes tu feras ci, tu feras ça. Et en fait, comment ça va se passer? Je vais te le montrer immédiatement. Et c'est une excellente question, elle tombe à pic. Tu vois ici, vous n'allez peut-être pas forcément tout comprendre. Je vais essayer de vous faire un descriptif de ce que vous voyez sous vos yeux. Et c'est typiquement ce que tu m'as posé comme question sur le fait d'avoir un timer. Vous vous rappelez la petite boucle dont je vous ai parlé tout à l'heure là? Ben, vous la retrouvez ici, elle s'appelle l'event loop là. Voilà, juste ah, là, par là, bref. la petite event loop. Vous avez ce qu'on appelle la call stack. C'est le truc en haut à gauche. C'est en gros toutes les tâches que JavaScript a à effectuer. Est en train d'effectuer. Et vous avez à droite la Web API. La Web API, ce sont les fonctions que vous allez pouvoir appeler et qui vous sont offertes par le navigateur. Donc imaginez que dans votre code JavaScript, et là vous venez de le voir, mais je vais le laisser tourner juste pour qu'on puisse le revoir encore. Donc la call stack, c'est votre code JavaScript qui tourne, Donc vous avez écrit un code, vous dites quand on clique sur le bouton, il va se passer et on va commencer maintenant. D'accord? Donc imaginez, il va se passer ça quand on clique sur le bouton. Et là, vous avez un truc qui s'appelle setTimeout et vous lui dites dans 5 secondes, tu feras cette fonction-là. Donc pendant ce temps, c'est pas bloqué. C'est dans un autre thread. Et au bout de 5 secondes, ce thread-là va rajouter une tâche dans la queue et l'event loop va faire monter la tâche et va l'exécuter, mais dans 5 secondes. C'est un peu compliqué à visualiser, à prendre en main. Je vous ai trouvé des gifs sur le web. J'aurais voulu vous faire moi-même une animation, mais je suis pas non plus... voilà, je suis pas chez Pixar. mais en gros, la seule façon qu'on a de faire du véritable asynchrone, c'est-à-dire vraiment du multithreading, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir du non-bloquant tout en ayant des tâches qui tournent en fond, entre guillemets, c'est quand on appelle la Web API. Et sur Node, sur l'environnement Node, vous avez des équivalents aussi. Et grâce à l'event loop, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous avez votre code JavaScript bloquant qui, à un moment donné, dit au navigateur, tiens, enregistre cette fonction et dans 5 secondes, tu la lanceras. Le navigateur la prend en charge. Donc dans un thread différent, il y a un timer qui tourne et qui va dire, ben ok, tiens, dans 5 secondes, il va la placer dans une espèce de liste de tâches et l'event loop va l'exécuter. Donc en fait, c'est exactement comme dans le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Imaginez, à un moment donné, vous dites au navigateur, tiens, dans 5 secondes, tu placeras cette tâche-là à faire. Bah effectivement, donc vous avez la boucle qui tourne et au bout de 5 secondes, le navigateur place la tâche et elle se fait. Ok? Est-ce que ça répond à ta question? Oui, totalement. Donc en fait, JavaScript, lui, est toujours bloquant. Quel que soit le code que vous écrivez en JavaScript, dites-vous que votre navigateur, si le code prend 5 secondes, ça va le bloquer. Par contre, vous pouvez tout à fait déférer du code dans le temps. Vous pouvez tout à fait aussi lancer des codes qui ne vont pas bloquer, entre guillemets, par exemple, les requêtes HTTP. Si vous aviez une requête HTTP, imaginez, d'accord? Je reviens là-dessus. Imaginez qu'ici, en haut à droite, vous lanciez une requête HTTP. Enfin, en haut à gauche, là, on lance une requête HTTP. Si c'était bloquant, ça veut dire que si la requête, elle prend 10 secondes, votre page, elle bouge pas pendant 10 secondes. Dieu merci, les appels HTTP sont aussi une partie de la Web API, c'est-à-dire que ce sont des fonctionnalités du navigateur. Donc, quand vous lancez une requête HTTP, ben vous confiez finalement la tâche à la Web API, qui, elle, peut ouvrir un autre thread, peut ouvrir la connexion, appeler le serveur, et puis quand elle recevra la réponse, vous aurez la tâche que vous vouliez faire, qui va se mettre à la queue ici, et qui va ensuite
être exécuté par l'event loop. Ok? Donc, la call stack que vous voyez en haut à gauche, la queue que vous voyez en bas, et l'event loop, tout ça, c'est des concepts qui existent pour JavaScript lui-même. Par contre, la Web API, c'est quelque chose de complémentaire qui est apporté par les navigateurs et qui n'existerait pas dans l'environnement Node, même si on aurait des équivalents. Parce qu'en Node aussi, bien sûr, vous pouvez faire des timers. En Node, bien sûr aussi, vous pourriez, si vous le voulez, faire des appels HTTP qui ne bloqueraient pas forcément votre exécution. Et donc, voilà comment ça fonctionne. C'est un peu compliqué à visualiser, à comprendre. J'essaie de trouver les meilleurs visuels possibles sur le web, mais n'hésitez pas, si vous voulez vraiment bien comprendre, à aller voir donc la conférence de Jake Archibald. Il y en a plein d'autres. Et ce GIF, au fait, en tant qu'affaire, rendre ce qui est à César ce qui est à César, c'est Lydia Haley sur dev.to qui a fait tout un article sur visualiser l'event loop en JavaScript. Très, très intéressant. Alors donc, cette fameuse Web API dont je vous parle depuis tout à l'heure vous offre la possibilité d'appeler des fonctions particulières dans l'environnement de web. Dans l'environnement web. On est d'accord tout le monde? Merci pour Atem qui a donné, je pense que ça doit être la même vidéo, que de Jake Archibald. Et donc, qu'est-ce qu'elle va nous offrir véritablement? Quels sont les piliers, on va dire, de ce que ça va nous offrir? La Web API va tout d'abord nous offrir toutes les fonctionnalités qui ont rapport avec le DOM. Bah, évidemment, si vous étiez sur Node, le DOM, ça ne vous intéresse pas. Qu'est-ce que c'est que le DOM? Le Document Object Model. C'est la représentation en mémoire du navigateur de la structure HTML de la page. Ok? Donc, c'est quelque chose sur lequel c'est une sorte d'arbre d'éléments HTML qui sont représentés dans la mémoire du navigateur et sur lesquels vous allez pouvoir taper grâce à des fonctions que vous offre la Web API. Donc, ça commence toujours par document.quelque chose, ok? Et vous avez toute une API, un ensemble d'objets, d'interfaces que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour dire, ben voilà, je veux sélectionner un élément. Donc je le prends vraiment tel un objet dans ma main, quoi. Je prends ce bouton-là, je le repeins en bleu, sa typographie, elle change, et puis sa bordure, elle change, et puis pourquoi pas, je vais aussi lui dire que son texte change, et quand on clique dessus, il faudra qu'il se passe ceci et cela. Tout ça, ça nous vient de l'API, de la Web API qui concerne le DOM, d'accord? C'est tout un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre d'interagir avec la structure HTML et éventuellement même avec le style de cette structure. Donc, en gros, vous allez trouver une variable qui préexiste à votre script. Quand vous exécutez votre JavaScript dans un environnement de navigateur, il y a une variable qui vous préexiste, qui existe partout, en tout temps, et qui s'appelle document. Document représente le document HTML. Tiens, par ailleurs, est-ce que quelqu'un sait pourquoi le web a été créé? Alors, petite digression, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps pour faire des digressions comme ça, mais vous savez pourquoi cette variable s'appelle document? Allez, quand même. Est-ce que vous savez pourquoi cette variable? C'était pas l'époque de la guerre? Non, ça va, n'abuse pas non plus. À la guerre, on avait créé JavaScript. Alors, pourquoi ça s'appelle document, la variable qui représente la structure de la page HTML? D'ailleurs, pourquoi même une page HTML, ça s'appelle un document, finalement? Allez, personne n'a jamais étudié qu'est-ce que c'est que HTML et qu'est-ce que c'est que le web? C'est quoi le web à la base? C'est pas genre les universités qui s'envoyaient des fichiers. Mais c'est exactement ça. Mais bien sûr. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est 2 points de plus, là. Le web, à la base, les amis, c'est pas du tout fait pour que le coiffeur d'en bas, il vous présente ses tarifs. Hein. C'était pas ça. Hein. Le web, c'est des gens du CERN et d'autres organisations scientifiques qui disent il faut qu'on arrive à partager des documents scientifiques, d'accord, de façon plus simple, plus intuitive, et qu'on puisse surtout naviguer d'un document à l'autre, ou même naviguer au sein du même document. Vous savez, il y a souvent des petites notes de bas de page, des trucs comme ça. Dire, vas-y, je veux pouvoir naviguer dans le document, je veux pouvoir naviguer de ce document à un autre document, etc. Et donc, les gars, ils ont créé le World Wide Web avec le HTML, le protocole HTTP, les URL, tout ce qui a permis de faire en sorte que, bah, effectivement, quand j'écris un document scientifique qui fait des références à d'autres documents scientifiques, qui fait des références même au sein même du même document, bah, y a des notes de bas de page, des trucs comme ça, quand je veux qu'on puisse cliquer sur la note de bas de page, que ça nous amène en bas, que si je clique sur une référence à un autre document, bah, ça m'amène sur l'autre document. Et donc, en fait, à la base, le HTML, c'est fait pour écrire des documents. Documents scientifiques, documentation scientifique. Et c'est pour ça
qu'on appelle une page web, en fait, c'est un document HTML. Et c'est pour ça que la variable qu'on vous offre pour intervenir sur le HTML, sur votre interface visuelle, s'appelle document. Bon, ça se fait toujours plaisir à savoir. Hein. ça, vous pourrez le dire, ça, hein, pendant un repas et tout. Non, mais c'est pour ça que, tu vois, ça vous pourrez vous la péter. Donc, on nous offre de quoi agir sur le DOM, mais on nous offre aussi une variable qui s'appelle window, qui représente, elle, le navigateur. Et là, c'est là où on va pouvoir véritablement avoir accès à des fonctionnalités incroyables. Toutes les fonctionnalités donc, qui font vraiment appel à des threads différents, puisqu'ils se trouvent au sein même du navigateur. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont compilées. On va pouvoir avoir accès, grâce à Windows, à l'URL qui est tapé dans le navigateur. Tout ce qui est en dehors de la page, finalement. L'URL, éventuellement, pourquoi pas des infos de géolocalisation. Si vous êtes sur un mobile, vous pourriez avoir l'orientation du navigateur. Vous pouvez avoir des API qui vont vous permettre de faire de la vidéo, de l'audio, de l'RTC, donc de la communication à distance. Et la plus importante de toutes, c'est quoi? C'est les timers et les requêtes HTTP. Tout ça, ça vient de Windows. Du coup, qu'est-ce qu'on a à la suite? Donc voilà, en marche, la fameuse Web API. Donc je ne vous parle pas de la syntaxe ici particulièrement. Moi, ce que je vous montre ici, c'est le fait que, vous préexiste dans n'importe quel script JS une variable qui s'appelle document, qui a des capacités qui vont vous permettre de récupérer des éléments HTML, qui a des capacités qui vont permettre de manipuler, de toucher à toutes les propriétés possibles et imaginables des éléments que vous allez récupérer. Donc typiquement, y injecter du HTML, y injecter du texte, y injecter de nouvelles couleurs au niveau de nouveaux styles CSS. Vous allez avoir aussi tout ce qui vous permettra de travailler sur des événements, donc des interactions qui vont avoir lieu dans la page sur cet élément ou sur tel autre élément, un événement clic, un événement la souris qui passe dessus. Je vous montre ici par contre deux syntaxes différentes qui font exactement la même chose, en haut et en bas. Et celle d'en bas, là, celle que je suis en train de pointer du doigt, c'est la syntaxe qui est venue avec l'ES 2015, ce qu'on appelle l'ES 6. C'est une syntaxe qui s'appelle la fonction fléchée. Et si vous faites du... Je ne sais pas si en Java, on a cette notion de lambda. Oui, on en a. Oui. Java 8. D'accord, c'est ce qu'on avait en tout cas dans C# aussi depuis un bon moment. Cette notion en fait d'une fonction anonyme comme ça que vous faites popper d'un seul coup et dont le but est d'être simple. Et du coup, la syntaxe est aussi relativement simple. Et vous verrez, si vous vous intéressez à JavaScript, qu'on peut arriver à des syntaxes très expressives grâce à ces fameuses... Alors, c'est pas du tout, je sais pas si c'est la même chose au fond, les lambda et les fonctions fléchées, mais ce qui est intéressant avec ces fonctions fléchées, c'est pas simplement leur syntaxe, c'est aussi le fait qu'elles conservent le contexte dans lequel elles sont écrites. Et ça, c'est très important en JavaScript. Bon, je veux pas non plus y passer des plombes, mais voilà, sachez qu'il y a cette syntaxe-là qui a été aussi révolutionnaire au moment de son arrivée. Et si on a du temps pendant le TP, si on voit qu'on a fini avant, pourquoi pas vous raconter qu'est-ce que ça nous apporte véritablement, ces fonctions fléchées. Et bien sûr, la Web API nous apporte la fameuse variable window qui va contenir un certain nombre de fonctionnalités qu'on va pouvoir appeler. Et ce qui est marrant, c'est que malgré le fait qu'on écrive ici du JavaScript, quand vous appelez setTimeout, le code de la fonction setTimeout, c'est un code qui est compilé. C'est un code qui est à l'intérieur du navigateur et qui va faire appel à toute la puissance du navigateur, les threads, etc., etc. Donc vous, en fait, on vous offre, si vous voulez, une espèce d'interface sur laquelle vous pouvez appuyer sur certains boutons. Là, je parle métaphoriquement, je ne parle pas de la page, hein, je parle de vous en tant que développeuse et développeur JavaScript. Vous pouvez appeler des fonctions sur l'objet window, mais en réalité, derrière, ce n'est pas du JavaScript. Alors, setTimeout, par exemple, c'est une fonctionnalité, vous l'appelez. En premier paramètre, vous lui offrez une fonction, un traitement. Vous dites, voilà, tu feras ça dans 1000 millisecondes, donc dans une seconde. Cet intervalle, c'est pareil, mais sauf que ça va se répéter. Donc, je lui dis, voilà, tiens, tu vois cette fonction que je te confie là, qui fait telle et telle et telle chose, tu la feras toutes les 1000 millisecondes. Et vous avez la fonction fetch, qui, elle, est vraiment aussi très intéressante. Alors, elle est beaucoup plus complexe que celle que j'ai écrite. Vous pouvez y passer beaucoup d'options. Mais fetch, c'est une fonction, vous allez dire, voilà, tu vas appeler telle URL, et puis quand tu auras la réponse, alors, voilà la fonction, voilà ce que tu vas faire avec. Donc ça, ici, vous avez une première vue aussi sur ce qu'on appelle les promesses, qui est la façon aujourd'hui principale pour représenter quelque chose d'asynchrone. Le fameux point zen ici, c'est de dire, écoute, tu vas lancer cette requête en background, sur un autre thread, et quand ça sera fini, j'aimerais que tu fasses ceci. Donc c'est le fameux point zen ici, c'est la notion de promesse que ceux qui font du JavaScript tous les jours évidemment connaissent, ceux qui vont commencer à faire du JavaScript devront s'atteler à comprendre. C'est vraiment pas compliqué. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vision que je vous ai fait de l'event loop et tout ça. En gros,
vous allez avoir window.fetch, vous allez demander, vous allez confier à la Web API, donc au navigateur, une tâche. Il va la mettre en œuvre et quand elle sera terminée, en réalité, ce que vous verrez, le point zen là que vous allez voir, c'est simplement qu'il va prendre la fonction que vous lui avez donnée dans le point zen quand il aura terminé et il va la rajouter à la stack. Mais peut-être c'est dans 10 secondes, peut-être c'est dans 20 secondes et tout ça n'est pas bloquant puisque ça se passe du côté de la Web API. Pendant ce temps, la boucle elle continue de tourner, il n'y a pas de problème. Et il y a juste un moment où le navigateur va dire bah ok j'ai fini. Donc la fonction que je viens de mettre ici là, que je vous montre là, voilà. Ben, il va la prendre, il va la rajouter à la liste des tâches, et donc la fameuse boucle va pouvoir du coup l'exécuter, et puis ça y est, on a fini. Donc j'espère que ça reste relativement compréhensible. Donc j'en ai terminé pour ma part avec cette matinée de cours magistral. Je pensais pas tenir 2 heures, mais je pense qu'on est pas mal. Je vais laisser du temps quand même pour les questions. Néanmoins, je vous laisse quand même des petites ressources à étudier absolument. La documentation de Mozilla qui est la meilleure documentation possible et imaginable. Donc au pire si vous n'avez pas envie de j'ai pas trouvé de raccourcisseur de lien, mais c'est pas grave. Vous tapez MDN ou Mozilla JavaScript et vous trouvez. Évidemment les formations de GraphiCart, bien sûr, évidemment. Si vous voulez vraiment partir de JavaScript, je veux dire de zéro, mais aussi aller sur de l'avancée, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui part de zéro, même si on m'a dit attention quand même, il y a certains étudiants ils en font jamais. Je pense pas non plus que vous partiez de zéro. Et je vous conseille, si vraiment le JavaScript est un sujet qui vous intéresse, vous suivez Romain Lanz sur Twitch. Et éventuellement, un soir, par-ci, par-là, vous apprenez, comme moi, des milliards de trucs sur ce langage. Donc je vous remercie énormément pour votre attention. Et si vous avez des questions, avant qu'on puisse lancer le TP cet après-midi, vous êtes les bienvenus. Et si je sais pas, vous verrez, je suis honnête, je vous dirai, je sais pas. N'ayez pas peur de poser des questions. Le TP doit se faire... Alors, première question à l'écrit. Le TP doit se faire seul. Oui, le TP se fera. Après, le TP, on est là, quoi, tu vois, on est ensemble. L'éval se fera seul, oui. Il faut une version particulière de Node pour cet après-midi? Non, tu prends la version... La dernière? Ouais, la dernière. Je suis pas sûr que ce soit un gros problème si tu l'as installé l'année dernière, tu vois. Enfin, ça va bien se passer, quoi. D'accord. Des questions, les amis? Personne n'a de questions sur le contenu, quoi. Le contenu de la conférence, tout le monde s'en fout. C'est les TP, le Node. Après, le contenu de ce matin, il semble clair. Bon, mais c'est surtout que j'ai vu que quand vous aviez des questions, vous n'avez pas attendu la fin, vous les aviez posées tout de suite. Bon, écoutez les amis, c'est très bien. Du coup, concernant l'ETP, je vous donne le lien. Il est ici, et puis, fierté nationale quand même. Hein. Ça, c'est la magie de l'université. C'est un TP que j'ai préparé en direct sur Twitch avec la communauté. Du coup, on a discuté longuement de comment on allait le faire et tout. Ça a été une sacrée aventure. Vous le trouverez sur bit.ly/tp-vanilla. Et si vous allez là-dessus, vous arriverez sur un dépôt GitHub. Et ce dépôt GitHub, vous verrez qu'il contient un fichier README avec un sommaire. Et donc, vous avez vraiment étape par étape le TP qu'on va suivre. Et ce TP, rappelez-vous de tout ce qu'il doit couvrir. Hein. Vraiment, les bases du JS avec la manipulation du DOM, les interactions avec l'utilisateur. Mais aussi, à terme, vous allez voir que vous allez créer une base de données distante avec une API REST. Mais vous n'allez pas le coder, ça. Hein. C'est pas mon module, le codage d'une API REST en back-end. On va utiliser un back-end déjà fait, qui est sublime, qui s'appelle Supabase. Et puis de toute façon, on se retrouve... Vous pouvez le commencer tout de suite hein, pour ceux qui ont envie, mais en tous les cas, on se retrouve à 14 h pour le lancer. On aura cet après-midi et demain matin. Concernant le TP, vous pouvez tout à fait le faire en local. Ça ne pose aucun problème. Il faudra tout simplement... Donc vous voyez qu'on est 3 contributeurs, hein, je ne vous prends pas pour un fou. Il y a des gens qui ont bossé sur votre TP, en plus de moi. Vous pouvez tout simplement, effectivement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez git clone et vous pouvez travailler en local. Ok ? Donc vous créez un dossier carrément, vous ouvrez votre éditeur de code favori et puis vous commencez à bosser là-dessus. Alors autre chose, vous avez un outil qui s'appelle Gitpod. Je ne sais pas si vous connaissez Gitpod, les amis. Pas du tout. Bon, Gitpod, ça vous permet d'ouvrir un éditeur de code directement dans votre navigateur et cet éditeur sera chargé directement avec le code qu'il y a sur le dépôt Git qui est ici. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à télécharger le code Git, etc., etc. Donc pour ce faire, de toute façon, je vous ai donné ici la procédure. Si vous voulez par contre faire du Gitpod, il vous faudra absolument un compte GitHub. Et il faudra donc absolument forker ce truc-là et l'ouvrir dans Gitpod. Ok ? Mais attention, quand vous l'ouvrirez, vous remplacerez, attention, voilà, vous remplacerez l'adresse
du dépôt. Ok, donc l'idée, c'est vous venez, vous dites je fork, ça va vous créer le dépôt. Ce dépôt-là, ça va vous le copier dans votre propre compte, d'accord? Et derrière, vous pourrez juste rajouter gitpod.io/dièse devant l'URL et boum, ça vous ouvre un éditeur de code direct.